Bonjour à tous, je suis Béatrice, je suis la cofondatrice de Kokoroe. Kokoroe, alors c'est un mot japonais pour ceux qui ne connaissent pas, qui signifie apprendre avec le cœur. Et on met du plaisir dans la formation, parce qu'on considère que la formation aujourd'hui c'est devenu essentiel et qu'il faut mettre de l'émotion. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler plaisir ni émotion, je suis plutôt là pour vous parler tendance. Et j'ai invité à mes côtés deux femmes de choc qui vont sans plus tarder se présenter. Est-ce que Florence, tu peux commencer à te présenter en quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Levici, je suis Group Learning Director dans le groupe NJ. Delphine, est-ce que tu veux dire ? Bonjour à tous, je suis Delphine Genet et je suis directrice formation et développement chez Janssen France du groupe Johnson & Johnson, donc c'est un laboratoire pharmaceutique. Donc, ce qu'on souhaitait faire avec vous aujourd'hui, c'était vous présenter un peu les grandes tendances du moment dans le monde du learning en faisant venir deux partenaires qui sont sur des secteurs très différents, puisque vous avez ici, en la personne de Florence, le monde de l'énergie et en la personne de Delphine, le monde de la pharmaceutique. Et l'objectif, c'est réagir un petit peu ensemble, vous poser, mesdames, des questions et vous dire est-ce que vous y croyez ou pas. Juste pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent la partie écrite, on a conçu un e-book. Il vous suffit de le flasher avec votre téléphone. Vous retrouverez le QR code, vous flashez et vous avez accès du coup à l'intégralité des témoignages de Florence et Delphine. Et on a rajouté quelques bonus en plus. Donc vous allez voir, ce QR code s'affichera tout au long de la présentation. Donc on va commencer pour juste poser un petit peu le contexte. Parce qu'on le voit, depuis quelques temps, le monde du learning est un peu soumis à de grands changements. Le premier, c'est le fait que l'apprenant aujourd'hui est très sollicité sur des sujets très différents, avec des canaux très différents. Impossible de ne pas vous parler des plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Hulu, Disney+. Je suis sûre que vous avez un abonnement à au moins une plateforme de streaming. Ils sont omniprésents. Vous ajoutez à ça le monde également des podcasts, avec du Apple Podcast, du Spotify. Tout le monde de l'infotainment, avec des Brut, Combini, Loopsider qui arrivent sur le marché. Et enfin, le monde des newsletters, avec maintenant des newsletters d'expertise qui viennent par exemple de Substack ou autres et qui sont très pointus. Tout ça, ça nous donne aujourd'hui un vrai changement de paradigme où l'apprenant a accès à énormément de contenu via des canaux très différents de qualité. Donc en fait, la bataille aujourd'hui, c'est une bataille différente qui se livre, c'est une bataille de l'attention. En tant que direction L&D, direction learning, votre enjeu, c'est plus seulement de vous battre pour sortir du lot sur un intranet, un groupe Yammer ou un Teams. C'est aussi prendre conscience que vos apprenants, ils ont accès en continu à un contenu qui est monté en gamme. Le game, du coup, a cranté. Et vous êtes face à des gens qui ont maintenant accès à des super documentaires Netflix, des podcasts professionnels de qualité et des médias qui sont en train de réinventer les codes de la formation. Donc on a mis une image un peu choc avec 3 chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes face à vos commanditaires et vous devez vendre des projets de formation, concevoir des formations en interne, moi je vous recommande de pousser ces 3 chiffres qui en général font vraiment réfléchir et qui montrent que le temps d'attention des apprenants, il a considérablement rétréci, que les collaborateurs sont aujourd'hui dans un monde d'infobésité où ils reçoivent énormément de contenu, de mails, de newsletters, et enfin qu'ils sont aussi saturés, ils ont très peu de bande passante, ils sont pris entre les réunions, les objectifs opérationnels et derrière très peu de temps finalement pour la formation. Donc une des premières choses qu'ils arbitrent en général, c'est leur temps de formation. Donc une bonne transition pour vous dire voilà, alors là c'est le style qui fait un peu peur. C'est Jurassic Park. L'objectif c'était de vous dire voilà, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui lorsqu'on est dans le learning de se réinventer, sinon on meurt tout simplement. Et si votre contenu n'est pas bon du premier coup, écoutez, c'est tout simple, il va tomber dans ce qu'on appelle les oubliettes du web. Alors la première tendance du jour, c'est une tendance qui a été beaucoup relayée notamment aux US, c'est vraiment le raccourcissement, et ça on va en parler du coup avec toi Florence, le raccourcissement du temps vidéo. Il y a eu depuis 2 ans la montée vraiment des médias native, c'est-à-dire des native médias qui sont nés avec Internet. On a vu le premier en l'occurrence c'était Brut, lancé par des anciens de Canal+. Le second c'était Loopsider et le troisième c'était Combini. Ce sont des formats qui ont réinventé la façon dont on fait de l'information aujourd'hui, avec un format très décomplexé, authentique, iPhone sur le point, sous-titres. Et l'objectif, c'est d'être sur des médias qui sont extrêmement courts. C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans le learning, il y a des datas qui sont très fortes. On voit qu'aujourd'hui, des apprenants consultent 90% des vidéos si celles-ci font moins de 3 minutes. Si on dépasse ces 3 minutes, on tombe à plus de 50% d'engagement. Donc en fait, ces pratiques qui étaient essentiellement dans la sphère privée, c'est-à-dire l'information, arrivent également dans le monde de la formation. Alors ma première question, peut-être Delphine, elle est pour toi. Florence, c'est pour toi, c'est justement, est-ce que toi tu vois aussi cette tendance finalement à des formations de plus en plus courtes et comment tu le perçois chez NJ ? Oui, je rejoins complètement la tendance. Je pense qu'elle provient aussi du fait qu'on a une charge cognitive qui est de plus en plus élevée
Il y a une autre statistique de Microsoft que j'aime beaucoup qui dit que depuis mars 2020, on a augmenté nos réunions, notre nombre de réunions de 150%, et que par ailleurs, dans ces mêmes réunions, il y a plus de personnes dans les réunions. Donc on voit bien que c'est une guerre du temps et de l'attention. Et effectivement, on utilise, nous, des vidéos qui sont de plus en plus courtes. Et parfois, je peux être la mauvaise élève, d'ailleurs, parce que j'ai fait un exercice de vœux pour souhaiter aux parties prenantes une bonne année et puis revenir sur l'exercice 2023 et tout ce qu'on avait fait. Et en fait, j'ai scripté la vidéo qu'on a fait d'ailleurs en intelligence artificielle. On est arrivé à quasi 5 minutes. Et effectivement, les retours de mon équipe étaient c'est super, mais en fait réduit parce qu'ils iront jamais jusqu'au bout. Et c'est vrai. Et tout ce rôle de priorisation est quand même extrêmement complexe. Je le vois aussi, alors au-delà de l'asynchrone, de l'e-learning, dans tout ce qui est activité learning, donc avec des formateurs, on se rend compte que quand on fait des formations d'1, 2, 3 journées, on a du monde, mais on a vachement moins de monde que quand on fait des activités learning de 1h30, 2h, qui sont parfois sur un sujet spécifique de la formation qu'on aurait fait sur 1 ou 2, 3 jours. Et là, vraiment, on a un peu le time for money, parce qu'on entend souvent value for money, et ça, c'est très, très cher à nos directions learning, et c'est évidemment pertinent de surveiller le budget, qu'on ait exactement la valeur attendue. Mais la valeur du temps pour les apprenants, je pense que c'est vraiment le sujet clé du jour. Alors, merci pour les anglicismes, parce que justement, j'en avais quelques-uns. Ça me décomplexe. Alors, on voit aussi une expression qui arrive beaucoup, c'est vraiment le fait d'apprendre on the job. Je vous dis avec mon accent français, ou sinon c'est working on the flow, voilà, c'est dit. Et ça, c'est une expression anglo-saxonne qui arrive beaucoup en France en ce moment, c'est le fait de réussir à intégrer le learning dans le quotidien. Et ça passe par deux choses. En présentiel, tu le disais Florence, on voit des sessions de formation qui sont parfois plus courtes, plus fractionnées. Et sur la partie digital learning, on le voit, avant on lançait parfois des programmes learning qui pouvaient durer 1 heure, aujourd'hui c'est fini. On les sérialise, c'est-à-dire qu'on va les fractionner en plein de petits modules de formation et on va essayer de raconter un storytelling un peu de l'ordre de la série, comme des épisodes Netflix, où au final on préfère faire très court, rythmé, plutôt que des gros paquets ou des MOOC un peu à l'ancienne, comme il y a 5-6 ans qu'on voyait arriver, qui étaient parfois 20 heures. Tout simplement, ça passe plus. Donc ça, c'est la première tendance. Et ce qu'on voit ensuite arriver aussi, c'est qu'on reprend les codes un peu des native médias, avec des vidéos qui sont aussi décomplexées, certaines faites par IA, Florent, je te rejoins, et d'autres parfois avec des collaborateurs tout simplement sur fond noir, avec des sous-titres, parfois même filmés à l'iPhone. On voit des choses plus décomplexées, mais aussi plus authentiques, qui donnent aussi beaucoup plus d'émotion dans les formations. Autre tendance, et ça, c'est pour toi, Florent, Delphine, c'est l'holistic learning. Alors, holistic learning, donc ça vient pas de Bali ou de Toulouse, c'est très sérieux. C'est une tendance qu'on a vu exploser depuis la crise sanitaire. Qu'est-ce que c'est l'holistic learning ? C'est en fait le fait que les frontières entre la vie privée et la vie pro sont de plus en plus poreuses. On l'a vu au moment du Covid. Vous avez forcément vu la quête de sens, la remise en question de l'équilibre de vie privée, vie pro. L'holistic learning, c'est justement ça. C'est le fait d'être au carrefour entre le développement pro et développement perso. On a mis une data qui était assez parlante. On voit qu'il y a à peu près 65% des collaborateurs qui estiment que leur principale motivation à se former relève aussi bien de l'épanouissement perso que pro. Et ça, c'est une data très forte parce que jusqu'à présent, lorsqu'on pensait formation, on se disait « Ok, c'est pour booster mon employabilité, booster mes compétences ». C'est certes toujours le cas, mais le collaborateur a besoin de plus. Est-ce que toi, Delphine, tu vois un peu ce type de tendance arriver ? Comment tu perçois ? Alors oui, on a complètement cette tendance qui arrive dans nos entreprises et je pense que nos directions formation et RH ont pris en compte aussi ces sujets. Alors quand on parle de développer des compétences personnelles, on ne parle pas de faire de la poterie ou ce genre de choses, on parle bien de sujets autour du développement personnel, la confiance en soi ou d'autres sujets qui arrivent. Et c'est vrai que nous, notre enjeu, c'est d'arriver à concilier finalement ces aspirations professionnelles, personnelles du collaborateur, mais aussi nous, nos enjeux d'entreprise, nos orientations stratégiques de formation qui servent, on va dire, le business, la performance. Donc il faut qu'on arrive à réconcilier un peu ces deux éléments. Et on doit aussi réconcilier le timing. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos entreprises, mais entre l'envie du collaborateur de se développer sur certains sujets et puis le besoin que l'entreprise a sur son poste, il faut qu'on arrive à réconcilier ces deux timings. Et que finalement, on a des tendances, alors je ne sais pas si vous avez ça aussi dans vos entreprises, on va développer aussi d'autres modalités en fait, de développement
qui va répondre à ces enjeux aussi d'aspiration professionnelle, où on va développer cette curiosité, l'auto-formation, on va développer le peer-to-peer learning, le mentoring, on va développer tous ces éléments-là qui finalement vont répondre aussi à ces aspirations personnelles et gagner aussi un peu de temps, entre guillemets, le collaborateur dans son poste, tout en lui permettant aussi de sortir de sa zone de confort. Donc finalement, on essaye de trouver aussi un développement gagnant-gagnant entre l'entreprise par rapport à ses objectifs et le collaborateur, dont on a aussi un enjeu de rétention et de gestion des talents. Très intéressant. Donc toi, tu nous invites à trouver le juste équilibre quand je t'écoute entre aspiration perso et aspiration pro. Alors ce qu'on voit, tu le disais, il y a 3 impacts concrètement à retenir. Le premier, c'est que les catalogues de formation sont plus seulement centrés sur les hard skills. On s'ouvre maintenant à ce qu'on appelle les power skills, cette nouvelle expression, on parlait des soft skills. Et enfin, on voit aussi l'arrivée de catégories qui sont de plus en plus demandées par les collaborateurs Gen Z, comme l'inclusion, la diversité, la RSE, qui figuraient un peu moins les années passées dans le monde du learning et qui aujourd'hui sont maintenant des vrais drivers aussi de trafic. Autre tendance qu'on voit arriver, et celle-ci pour le coup, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est celle du podcasting. Là, j'ai mis une petite photo pour ceux qui connaissent Hugo Décrypte, qui il n'y a pas longtemps du coup, a lancé son podcast et qui est devenu un gros carton. Jusqu'à présent, il faisait que des vidéos YouTube, un peu de carrousel sur Instagram, mais depuis qu'il est arrivé sur le podcast, il a tout raflé. Et c'est vraiment symptomatique d'une tendance de fond. Je vous donne juste quelques chiffres à avoir en tête. Il y a 6 millions de Français qui écoutent chaque mois des podcasts. Et pour les plus réguliers, c'est 4 podcasts en moyenne par semaine. Donc on ne peut plus aujourd'hui ignorer ce format. Il ne fonctionne pas pour tout type de collaborateurs. Mais en revanche, lorsque vous avez des collaborateurs qui sont nomades, qui sont basés en boutique, basés sur le terrain, ou qui sont parfois même col blanc, plutôt dans des groupes de conseil, de consulting ou d'audit, ce sont des formats qui fonctionnent très bien. Il y a plusieurs avantages. Pour vous, en tant que direction L&D, pas un investissement énorme en termes de création, parce que pour le coup, ce sont des choses assez simples, c'est avoir un ingénieur son. Ensuite, il y a une partie un peu narrative, vous faites le choix, soit un podcast très storytelling. Dans ces cas-là, il y a un design sonore, il y a une histoire, il y a un peu plus de skills de rédaction. Et le deuxième parti pris qui est très simple, c'est vraiment celui des interviews. Les interviews, c'est quelque chose de très simple. Vous identifiez un speaker en interne ou un speaker en externe et vous déroulez l'interview. Donc ça, c'est le premier avantage côté créateur. Côté utilisateur, l'autre avantage pour le podcast, c'est un format qui se prête beaucoup au multitasking. Donc, c'est-à-dire que je peux faire plusieurs choses en même temps. Donc je peux à la fois écouter mon podcast, je peux faire ma cuisine, je peux me déplacer, je suis mobile, je peux même l'écouter en voiture. Et ensuite, la deuxième chose, on oublie, c'est le pouvoir de l'audio, c'est quelque chose de très immersif. Donc je suis dans ma bulle, j'écoute et je suis plongée dans mon histoire. Alors je sais que et Florence et Delphine, vous êtes des grosses utilisatrices de podcasts. Est-ce que c'est une tendance aussi que vous avez vu arriver ? Oui, complètement. C'est un format, personnellement, que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'on rentre vraiment dans l'intimité, par la voix aussi de la personne et que du coup, ça devient quelque chose d'assez brut. Alors même si on peut retravailler les erreurs sur les questions, sur la forme, on est quand même dans quelque chose qui est très... très inspiré, qui vient vraiment de la réflexion brute de la personne. Donc chez NJ, on l'utilise dans le business. Il y a déjà des entités qui déploient beaucoup de podcasts sur des sujets très business. Nous, côté learning, on a créé un tour du monde, on a appelé Tour du monde du learning chez NJ, donc avec la filière learning. L'idée, c'était de comprendre un peu plus quels étaient les métiers des uns et des autres et connecter au mieux la communauté learning. Donc ça, on le fait plutôt en format interview essentiellement. Et puis, ce qui est génial, mais qui est tout frais et qu'on espère pouvoir déployer un peu plus, c'est qu'on a maintenant notre premier parcours de formation dans lequel on a intégré le podcast au sein du parcours et on espère pouvoir le déployer d'autant plus. Je pense que le podcast aussi, il a cette spécificité qui est sur tous les autres formats de formation. Généralement, ça se fait quand même en poste de travail, qu'on soit chez nous, qu'on soit au bureau. On est focus effectivement que sur notre ordinateur ou la mobile app. Le podcast, c'est vraiment le moment. On peut le faire avant, après, aux heures creuses aussi. Donc, un intérêt certain. Delphine, toi aussi, fan de podcast ? Alors oui, on a aussi l'expérience chez Janssen du podcast learning pour le coup. Alors on a eu l'expérience sur le podcast en termes de communication interne, mais on a fait aussi du podcast learning. Et un peu ce que tu dis, je pense que c'est vraiment une tendance de fond. Alors tout le monde n'est pas utilisateur et on a vraiment à accompagner l'usage, l'utilisation, la communication, toujours le paquet cadeau
pour attirer et faire rester nos collaborateurs sur ce genre de support. Et on a aussi eu une belle expérience en termes de pédagogie avec ce que tu disais, le côté immersif, les sons, les scénettes entre collaborateurs pour soit illustrer le propos formatif, soit pour démarrer un futur propos formatif. Et donc ça, en tout cas, si vous voulez vous mettre dedans, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir quelque chose de court et quelque chose qui va faire rester le collaborateur dans l'écoute. Donc il faut que ce soit le choix des mots, hyper bien ciblé, hyper rythmé. Mais aujourd'hui, ça fonctionne parce que l'enjeu aussi, c'est d'arriver à avoir des formats courts, mais tout en gardant aussi la qualité et la profondeur de ce qu'ils vont apprendre, à moins qu'on aille sur un podcast d'acculturation. Mais si on veut vraiment être dans le learning, c'est d'avoir ce juste milieu et d'en apporter assez. Et alors nous, ce qu'on a fait, peut-être parce qu'on démarrait aussi, et donc j'ai peut-être voulu mettre ceinture et bretelles, on a accompagné le podcast aussi de petits outils qu'ils pourraient télécharger après l'écoute. On va parler par exemple d'un modèle, et ben on va leur donner la fiche avec le modèle. Par exemple sur la gestion du temps, on va donner je sais pas, la matrice d'Eisenhower ou ce genre de choses. Donc on va associer pour m'assurer qu'il y ait vraiment du contenu et un applicatif derrière. Exactement. Donc voilà je retiens tes l'expérience. maîtres mots, qualité et profondeur. Et autre tendance pour le coup de fond, c'est vraiment celle du FOMO. Jusqu'à présent, on avait des catalogues de formation qui pouvaient parfois être très monolithiques. Je les actualise une fois par an et c'est un rythme qui me convient. Et cette tendance, elle est révolue tout simplement parce que nos apprenants, ils sont habitués aujourd'hui à se connecter sur des plateformes de streaming où le contenu est sans cesse du coup rafraîchi et actualisé. Et lorsque vous revenez sur un LMS et qu'il n'y a pas de contenu frais, et ben vous repartez si ce n'est pas un contenu qui est fait pour vous. Donc on le voit aujourd'hui, les collaborateurs sont en attente de contenu frais et de contenu souvent corrélé à l'actualité. On a juste aujourd'hui tellement de nouvelles innovations qui arrivent. Parfois certaines, on va le voir après, sont plutôt des buzzwords et des tendances éphémères. NFT, tout le monde en parlait il y a 18 mois, maintenant ça s'écroule. On parle encore maintenant d'IA générative, silent quitting ou autre. Et on le voit, un des défis des directions L&D, c'est de rester à la page et de ne pas être largués. Sinon, les collaborateurs iront se former tout simplement ailleurs. Delphine, tu... Ouais. Alors le FOMO, c'est vrai qu'on a aussi cette tendance. Alors peut-être qu'il y a peut-être deux choses à se dire par rapport à ça. C'est d'un côté, nous, je pense qu'on a une obligation d'être à la page, d'être collé aux tendances, de savoir aussi ce qui se fait. Donc on se doit d'avoir aussi ce coup d'avance sur l'organisation. On doit pouvoir aussi alimenter notre direction sur les sujets, les compétences de demain ou même les compétences d'aujourd'hui et d'avoir vraiment... qu'on puisse travailler sur les bons sujets, les bons formats, les bons partenaires sur ces sujets-là. Et de l'autre, par rapport à l'apprenant, il ne faut pas non plus qu'il tombe dans cette infobésité et que ça soit contre-productif. Donc je pense qu'on a, en tant que professionnel de la formation, on a peut-être deux choses à faire par rapport à l'apprenant. La première, c'est cibler, donc vraiment cibler les bons sujets et au bon moment. Parce que je ne sais pas si vous avez ça, quand on déploie des programmes de formation, si demain ça ne colle pas à un calendrier business, si ça ne colle pas à un calendrier de performance d'entreprise, on va tomber à côté et on aura peu d'apprenants, etc. Donc il faut qu'on arrive à cibler le bon moment, les bons sujets. Et peut-être que la deuxième chose qu'on devrait faire, c'est aussi les orienter, guider l'apprenant. Et probablement qu'on doit avoir cette notion un peu de parcours et les accompagner sur quelles briques ou quelles compétences on doit mettre d'abord ou en amont. Et ça va permettre aussi, à la fois nous, ce qu'on maîtrise, mais on n'empêchera pas, et c'est génial, que nos collaborateurs aient aussi la curiosité, eux-mêmes se forment ou s'acculturent, je pense à l'IA par exemple, autour de ces sujets, et ramènent aussi la compétence chez nous. Et après, c'est vraiment un cercle vertueux entre l'apprenant et l'entreprise. Alors c'est une très bonne transition pour parler justement, on va passer directement au flop, parce que là on parle des grosses tendances, on a parlé shortisation du contenu, on a parlé podcasting, on a commencé à parler un tout petit peu d'IA générative. Moi je voulais revenir sur deux tendances et vous solliciter un petit peu et dire voilà, il y a un an on en parlait, est-ce qu'on y croit? Et là vous nous dites cash, est-ce que oui ou non? Carte blanche. Alors, blockchain. Alors blockchain, en tout cas dans l'industrie de la santé, j'y crois. Dans le sens où, comme ça parle aussi de data, transparence des data, vous imaginez bien que nous, dans la santé, il y a plein de data autour du patient. Dans nos essais cliniques, pour avoir cette transparence entre le patient et l'investigateur, potentiellement nous, industriels, donc j'y crois. Après, dans la formation, j'ai envie de dire joker, j'en sais rien du tout en fait. J'ai du mal à me projeter, peut-être pas, je sais pas. Ok. Et toi, Florence? Alors, blockchain dans le business, on l'utilise déjà en fait, notamment pour la vérification de certificats verts, provenance d'énergie.
Sur le learning, c'est un peu plus compliqué. Ça existe aussi, hein. Il y a des boîtes qui font de la certification, enfin de la vérification de certificats, diplômes, etc. Après, c'est un cas d'usage qui est extrêmement précis, limité. Je crois plutôt beaucoup au potentiel de l'association de l'IA avec la blockchain. Et là peut-être que ça peut devenir vraiment une très chouette tendance. Merci à toutes les deux pour ce super retour d'expérience. Si vous souhaitez retrouver du coup les témoignages de Florence et Delphine, on a conçu un e-book et on y a glissé du coup 3 bonus parce que 20 minutes c'était très serré pour tout vous mettre. Donc merci encore. Nous on s'appelle Kokoroé. Si vous voulez faire un saut, c'est la chouette qui est juste là-bas au stand M50. Et je vous dis un très bon salon. Merci à vous. Merci.